Et Xi Jinping obtient un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois et devient ainsi le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Tse-tung, fondateur du régime. En Italie, Mario Draghi passe le flambeau. Giorgia Meloni a présidé ce dimanche son premier conseil des ministres. Qui succédera à Liz Truss à Downing Street? Rishi Sunak et Penny Mordaunt sont les premiers candidats, mais certains parient sur le retour de Boris Johnson. Comment concilier protection du patrimoine et réduction de la consommation d'énergie face à la flambée des prix? Reportage dans les châteaux de la Loire en France. Le président chinois Xi Jinping a été reconduit ce dimanche pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste. Il est suivi sur ces images par les 6 autres hommes qui composent avec lui le comité permanent, l'organe tout-puissant du parti qui détient la réalité du pouvoir chinois. Xi Jinping y a placé ses plus proches alliés, s'assurant ainsi un troisième mandat présidentiel en mars prochain. Il devient à l'issue de ce congrès le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung, fondateur du régime. Deuxième dans l'ordre protocolaire, Li Qiang, chef du parti à Shanghai, devrait, sauf surprise, devenir Premier ministre malgré sa gestion chaotique de la pandémie au printemps. En plaçant ses proches, le dirigeant chinois semble signifier qu'il souhaite gouverner au-delà d'un troisième mandat, c'est-à-dire après 2027 selon les spécialistes de la Chine. Autre organe du parti, le bureau politique composé de 24 personnes qui ne compte aucune femme, une première depuis 25 ans. Ce 20e congrès du Parti communiste chinois aura été marqué par une image, celle de l'ancien président Hu Jintao, escorté vers la sortie samedi, vraisemblablement contre son gré. En Italie, le Premier ministre sortant Mario Draghi a passé le flambeau ce dimanche à Giorgia Meloni du parti post-fasciste Fratelli d'Italia. Elle devient la première femme à diriger un gouvernement italien. La composition de son nouveau gouvernement reflète le désir de rassurer les partenaires de l'Italie, avec Antonio Tajani, ancien président du Parlement de Bruxelles, nommé aux affaires étrangères, ou encore Giancarlo Giorgetti, représentant d'une ligne modérée dans la ligue de Matteo Salvini, qui obtient le portefeuille de l'économie. La tâche s'annonce toutefois ardue pour la nouvelle dirigeante, car sa coalition est loin d'être solide. Après des propos polémiques de Silvio Berlusconi, qui impute à l'Ukraine la responsabilité de la guerre contre la Russie, la nouvelle dirigeante a dû rectifier le tir en affirmant faire pleinement partie de l'Europe et de l'OTAN. Une position saluée par le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Les 3 grandes institutions européennes que sont la Commission, le Conseil et le Parlement ont félicité Giorgia Meloni. Principal chantier pour elle et son équipe, l'inflation et la dette de l'Italie, dont le ratio est le plus élevé de la zone euro après celui de la Grèce. La course 10 Downing Street est relancée. Après la démission de Liz Truss, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak tente à nouveau sa chance. Ce dimanche, il annonçait officiellement sa candidature pour devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni sur Twitter. Aux yeux de beaucoup de Tories, Rishi Sunak est le candidat idéal pour sortir le pays de la crise financière. Mais il pourrait faire face à un candidat de taille, Boris Johnson, qui vient tout juste de revenir à Londres. Malgré les scandales, l'ancien Premier ministre reste très populaire parmi les conservateurs et serait même le favori pour succéder à sa propre remplaçante. À son extrême opposé, Penny Mordaunt, la ministre des Relations avec le Parlement, qui a défendu le bilan de Liz Truss face à l'opposition lundi dernier, est louée par les parlementaires pour son charisme et son sens du dialogue, mais reste inconnue du grand public. Les candidats doivent désormais réunir 100 parrainages chacun pour un verdict qui sera annoncé le 28 octobre. 2 personnes tuées et 12 autres blessées. Tel est, selon le gouverneur russe local, le bilan d'un bombardement ukrainien samedi sur la ville de Chebenico, à moins de 10 km de la frontière. Des frappes qui visaient, toujours selon les autorités russes, des infrastructures civiles et privent 15 000 personnes d'électricité. Toute proche, la grande ville de Belgorod se protège face à la recrudescence des frappes venues de l'ouest. 600 km au sud, à Kherson, en Ukraine occupée et annexée, les évacuations de civils se poursuivent. Les autorités pro-russes appellent à évacuer immédiatement la capitale régionale face à la contre-offensive des forces de Kiev. Dans le pays, une douzaine de missiles russes atteignent des infrastructures énergétiques samedi. Résultat, le blackout comme ici à Kharkiv au nord-est et plus d'1 million de foyers ukrainiens sans électricité.
Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky en appelle à ses concitoyens. La cible principale des terroristes russes est énergétique. Donc, je vous le demande, veillez à consommer l'électricité le plus consciencieusement possible, encore plus qu'auparavant. La stabilité de notre industrie énergétique en dépend dans chaque ville, chaque district d'Ukraine. Selon son commandement, l'armée continue de repousser les forces russes dans la région de Kherson. Celles-ci se sont retirées des villages de Charivne et de Chkalové. Les troupes ukrainiennes poursuivent les bombardements sur les positions et les lignes d'approvisionnement russes, des étapes vers le Dniepr et la grande ville de Kherson. 80 000 personnes rassemblées ici, dans le Tiergartenpark, au centre de Berlin. Une manifestation géante en solidarité avec les mouvements de protestation qui secouent l'Iran depuis la mort de la jeune Mahsa Amini, mi-septembre. Parmi les drapeaux iraniens et kurdes, des pancartes proclamant « Femmes, vie, liberté » sont brandies. Des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers, se rassemblent ici pour manifester. Certaines viennent de loin, de Suède ou du Canada, pour exprimer leur soutien aux habitants d'Iran et être leur porte-voix. Je suis venu de Stuttgart, cela nous a pris des heures, pour dire à nos sœurs et à nos frères, à toutes celles et ceux qui arpentent les rues d'Iran, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas physiquement à vos côtés, mais nos cœurs sont bien avec vous. Je viens de Milan pour apporter un message de soutien à tous les Iraniens qui n'ont pas la possibilité de faire retentir leur voix aujourd'hui. Dans plusieurs grandes villes d'Iran, commerçants et ouvriers ont organisé des grèves sur fond de protestations toujours vives, plus de 5 semaines après la mort de la jeune femme en détention. La répression a fait au moins 122 morts, dont plusieurs enfants, selon l'ONG Iran Human Rights. Avec l'hiver qui approche, les célèbres châteaux de la Loire en France s'inquiètent également pour leur facture d'énergie, qui a quasiment doublé en 2 ans. Réduire la consommation d'électricité passe souvent d'abord par une meilleure isolation, mais en matière de patrimoine, les contraintes sont de taille. Dans le château privé de Main-sur-Loire, une fenêtre double vitrage comme celle-ci coûte la bagatelle de 10 000 €. Or, il y en a 148. Les propriétaires doivent faire des choix. C'est des fenêtres 18e qui sont très belles, on n'a pas voulu les remplacer. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre un survitrage qui va nous permettre de nous isoler de l'extérieur. Alors en fait, il faisait assez régulièrement avant de mettre des doubles fenêtres. C'est ce qu'on a fait ici avec des systèmes amovibles pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Non loin de là, à Cheverny, le château profite de sa très forte fréquentation touristique pour absorber la hausse des factures d'énergie. Pour les responsables du site, pas question de dénaturer ce patrimoine du XVIIe siècle. L'isolation des fenêtres, des cloisons ou des toitures peut nuire à la conservation du monument. Vous emprisonnez de la chaleur, parce que c'est bien qu'il fasse chaud dans votre salon, et vous faites du bien aux champignons, et vous faites du bien aux champignons potentiels, et vous faites également du bien aux insectes potentiels qui vont vous bouffer votre bois, abîmer vos cloisons, etc. Donc je crois qu'il faut laisser ça circuler, et puis limiter, j'allais dire, les questions de chauffage, au strict minimum, justement pour ne pas contrarier ce cycle sain d'échange thermique à l'intérieur d'un monument. À Chambord, l'un des plus célèbres des châteaux de la Loire, on anticipe pour 2023 une facture d'énergie de 600 000 € contre 260 000 il y a 2 ans. Face à une telle flambée des prix, le château entend renforcer le recours au bois en utilisant sa forêt. L'installation de panneaux photovoltaïques sur des zones ciblées est également à l'étude. Exemple, les parkings, il faudra d'ici 2025 fournir des bandes de recharge pour les véhicules de 10 voire 20%, de 10 à 20% des places de parking. On se dit que des ombrières solaires de parking, ça a l'avantage de cacher les voitures, ce qui est toujours laid en fait dans un lieu de patrimoine. Ça les garde aussi plus fraîches en été et ça donne la possibilité de recharger. Chauffer de vastes monuments historiques à l'heure de la flambée des prix de l'énergie, un nouveau défi pour ces bâtiments centenaires qui n'envisagent pas encore le retour de l'éclairage à la bougie.